l'installation de ces antennes relais. Et c'était pas mentionné dans le compte rendu. Et puis aussi, il y avait une question au bas du compte rendu, c'était à savoir si on notait dans le procès verbal les, comment dirais-je, les interventions autres après le conseil, et généralement on ne les note pas. Non, c'était après. Donc, oui, donc le reste, bon, ben, il n'y avait rien qui m'a... Je regarde si on a fait la... On l'a rajouté. Très bien, merci. D'accord. Il y a eu d'autres remarques, non? Donc, vu que les remarques ont été notées, on a besoin de les rajouter. Qui est pour adopter ce procès verbal? Qui est contre? Qui s'abstient? On n'a pas merci. Je dois faire part maintenant des décisions. Voilà. Je vais faire part des décisions que j'ai été amenée à prendre depuis le conseil du 4 juillet. Donc, le 26 juin, un avenant numéro 1 au contrat de maintenance et de déploiement d'alarmes intrusion dans les bâtiments communaux, signé avec la société SAS Sintel, située ZA de la Forêt à Champagné, pour une durée d'1 an renouvelable, 3 fois par tacite reconduction, montant du contrat 41 790. Alors c'est un avenant parce qu'on l'avait déjà, mais c'était pour lister tous les lieux, parce que comme on déploie au fur et à mesure, c'est pour qu'on puisse commencer à régler chaque lieu qui va être mis sous alarme. Donc l'avenant était sur le listage des lieux. Le 13 juillet, un contrat d'approvisionnement d'achat de granulés de bois auprès de la société Anse du Bois Énergie, située 1 rue des Châles à Cizay-la-Madeleine dans le 49, pour une durée du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023, pour un montant de 506 € TTC la tonne. Le 20 septembre, contrat de maintenance des portes et rideaux métalliques signé auprès de la société Portis, basée 23-27 rue de la Rivière, Le Foulon, à Puteaux dans le 92, pour une durée de 4 ans ferme, qui prendra effet à compter du 22 octobre 2022, pour un montant annuel estimé à 2 823,50 €. Ça concerne en tout 17 portes et rideaux. Le 20 septembre, un avenant numéro 3 au contrat d'intervention et de gardiennage avec la société Mancel de sécurité implantée rue des Pyrénées au Mans, signé pour une prolongation jusqu'au 30 septembre 2022. On prolonge le temps que tous les bâtiments hauts soient reliés sûrement. Et le 15 septembre, alors, comme chaque année, une convention d'intervention des enseignants d'établissement d'enseignement artistique Django Reinhardt, l'école de musique et l'art, dans les structures petite enfance, rampe maison de l'enfance, de septembre 2022 à juin 2023, soit 10 sessions de 2 heures chacune pour un coût horaire de la prestation de 34 € TTC. Voilà pour les décisions. Et on va passer à l'ordre du jour du Conseil. On commence par les finances. Je laisse la parole à Willy Jourda. Merci. Bonsoir tout le monde. Donc on va commencer avec les admissions en non-valeur et créances éteintes. Donc vous savez que malheureusement, régulièrement, on a des créances qui ne sont pas, qu'on n'arrive pas à récupérer, pour lesquelles toutes les procédures ont été menées. Donc là, nous avons 2 lignes ce soir. Donc une ligne de créances admises en non-valeur, donc sur la ligne 6541. Ce sont principalement des dettes en restauration scolaire, donc pour un montant de 1876,62 €. Et en créance éteinte, donc au chapitre 6542, 501,42 €, et là ça représente une liquidation judiciaire et une procédure de surendettement. Voilà. Donc je vous propose d'admettre en non-valeur et en créance éteinte les montants que je viens d'évoquer, et d'autoriser l'inscription des crédits au budget principal de l'année 2022 au chapitre que j'ai présenté à l'instant. La créance, c'est 309,42 €. Oui, oui, pardon, 542, c'est parce que tu as l'addition des 2 lignes. Oui, pardon. Ouais. Autant pour moi. C'est 309 plus 192, ce qui nous fait 501, c'est ça les créances éteintes. Par contre, c'est pour les 2 raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et je n'irai pas plus loin sur le détail. Non. Ok. Les 1800, je suis désolée, les 1876 qui sont dans la première ligne, qui
ce qu'on a déjà eu en créance éteinte. Je ne comprends pas ce chiffre de 1876. Et bien, ce sont des factures. Non, c'est... Ce sont des factures de restauration scolaire qu'on n'a pas réussi à recouvrir. C'est simple, ça, c'est ça qu'elle te pose comme question. Est-ce que c'est 1876? Oui, il y a 1876 en créance à mise en valeur et 501 € en créance éteinte. Et nous, on parle que des éteintes pour l'instant. Oui. On demande d'admettre les deux. Les deux. Dans le titre, il y a les deux. Voilà. C'est pour ça qu'il y a deux catégories. Parce que les non-valeurs, on peut encore. Oui. Enfin, ils continuent les procédures. Voilà. Alors que les teintes, c'est fini. Voilà, on peut chercher. C'est pour ça qu'il y a deux montants. Oui. On y voit la vraie. Donc ça amène des interrogations de votre part? Non. On passe au vote. Donc qui est pour éteindre ces créances et les admettre en non-valeur? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Si. Sujet suivant. Une décision législative numéro 3. Qui est-ce qu'elle Ah mince, oui, excusez-moi, oui. Vous avez compris? J'ai un pouvoir, j'ai deux plus de main. Bien. Merci. Bon, juste pour rappel et pour repositionner le contexte, vous vous rappelez qu'on a donc renégocié nos prêts avec, en faisant un emprunt unique. Donc aujourd'hui, il y a toute une liste de procédures à mener, en tout cas pour rembourser les indemnités de remboursement anticipé et les capitaux restants dus auprès des banques auprès desquelles nous avions nos emprunts auparavant. Donc, l'idée ce soir, c'est donc de lancer le rachat de ces anciens prêts et des capitaux restants dus et des indemnités de remboursement. Il faut donc voter ces remboursements anticipés. Donc, vous avez super. Vous avez le tableau qui récapitule un petit peu tout. Donc, on avait un emprunt en crédit mutuel sur lequel il restait 200 000. Alors, je vais peut-être pas vous voyez, vous avez tous les chiffres sous les yeux ou pas? Ou est-ce qu'il faut que je les cite du coup? Donc, il reste... Comment? Ouais, nickel. Parfait. Donc 200 000 et 102 € 76 centimes au crédit mutuel et 12 031,14 € en IRA. C'est clair pour tout le monde, pardon, les IRA, parce qu'on l'a déjà abordé. C'est vrai que c'est juste qu'effectivement, quand on rembourse un emprunt par anticipation, bah, on a des indemnités, on a des frais de remboursement anticipés. Ce qui fait qu'on doit au crédit mutuel 212 133,90 €. À la nef, il nous restait... Pour expliquer les IRA, je crois que c'est ce qu'ils auraient perçu si on avait continué à garder le... Alors, très honnêtement, il y a toute une formule... Voilà. J'ai du mal à croire, avec tout le respect que j'ai pour les banques, qu'ils ne récupèrent pas quelque chose au passage. À la base, c'est quand même ça, c'est ce qu'ils auraient continué à percevoir d'intérêt si on avait gardé les emprunts. Hein, c'est un peu l'équivalent, quoi. Tout à fait. Avec un autre mode de calcul que les intérêts purs. Exactement. Donc, à la nef, donc, il restait en capital 180 384,03 € et en IRA, du coup, l'impact 116 186,11 €. qui fait un total de 897 570 € et 14 centimes. À la CDC, donc, il restait 349 999,87 € de capital, 10 500 € d'IRA, ça fait 360 499,87 €. À la caisse d'épargne, donc là nous avions 3 emprunts, un pour lequel c'est réglé aujourd'hui, donc le premier où il est resté 1 551 028,38 €, ainsi que 185 713 € d'IRA, pour un total donc de 1 236 741,38 €. Donc celui-là c'est réglé, donc on peut le rembourser, etc. Pour les deux qui suivent, nous avons des estimations sur les IRA, parce que nous avons les contrats que nous avons signés avec la caisse d'épargne pour ces 2 emprunts-là, font qu'on ne peut pas les rembourser par anticipation avant 2023. C'est contractuel. D'accord? Donc, on a une estimation des IRA. Si l'estimation... Alors, l'estimation, c'est pas nous qui l'avons donnée, hein, c'est la caisse d'épargne.
Donc, si l'estimation est plutôt juste et qu'on est où, que l'on est juste en dessous, on n'aura pas besoin de revoter en 2023, c'est pour ça qu'on vous le présente ce soir. Si jamais c'était vraiment au-dessus, ce qui serait quand même très surprenant, parce que les taux ont tendance à monter, et donc plus les taux montent, moins on a d'IRA. Donc ce serait surprenant que ce soit au-dessus de l'estimation qui est là. Mais si c'était le cas, il faudrait qu'on revote en 2023. D'accord ? Et donc pour ces deux emprunts, il y en a un à 169 404,54 €, avec des IRA à 5 081 €, pour un total de 174 485,74 €. Et l'autre à 556 179,66 € pour des IRA à hauteur de 19 450, ce qui fait 575 629,66 €. Voilà. Donc, quand vous avez le total effectivement des IRA en tout, ce qui représente 348 961,25 €, c'est la deuxième ligne, ce sont les IRA actuels. D'accord ? Et il reste 35 141,34 € qui sont estimés. Donc, ce qui est prévu, donc c'est un remboursement sur le PP. Donc, juste pour rappel, on a renégocié avec le Crédit Agricole, donc la somme de 4 960 000 €, on l'a perçue. On l'a reçu, c'est rentré sur le compte. Ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir rembourser. Donc, ce qu'on va pouvoir rembourser dès maintenant, c'est l'équivalent de 2 706 945,29 €. Donc, cette ligne-là, qui représente les capitaux restants dus et les IRA que j'ai évoqués tout à l'heure sur toutes les lignes oranges. Que je ne reprends pas, je me permets de ne pas tous les reprendre, ça va vite devenir pénible pour vous, je pense. Et donc la ligne de dessous, c'est bien sûr les deux lignes voilà, estimées voilà, que l'on remboursera en 2023. D'accord ? Donc, pour aller dans le détail du calcul, pour l'ADM, donc on a un emprunt de refinancement à hauteur de 4 960 000 €, un capital restant dû à hauteur de 3 108 100 €. Alors, c'est légèrement arrondi, hein, vous avez les... Ah. Sur le tableau, normalement, on a les chiffres vraiment exacts, mais voilà, je vous enlève les centimes. Enfin, je me permets d'enlever les centimes. Enfin, non, on n'est pas sur les gros centimes. Là, tu as 1 €, là, tu as 76 centimes. On n'est pas... Ah, pour celui, pour les IRA, pour les sommes. Donc, environ 350 000 € pour les IRA. Et donc, un montant d'1,4 million que l'on avait prévu pour les travaux en cours du business. Quand on fait le calcul de tout ça par rapport à ce qu'on avait emprunté, il nous reste 101 900. Parce qu'on avait finalement, enfin c'est pas nous, c'est au moment où on avait évalué les IRA, voilà, au moment où on a fait une négociation, comme les taux étaient très bas, finalement les IRA étaient bien plus élevés que ce qu'on doit rembourser aujourd'hui. D'accord ? Ce qui fait qu'il nous reste, on a emprunté 101 900 € de plus. D'accord ? Donc on verra par la suite, mais certainement qu'on vous proposera de basculer ces 101 900 € vers la section investissement. D'accord ? Parce qu'on sait que de toute façon on a quelques travaux, etc. Mais elle va déjà être sur l'investissement, il va falloir l'affecter dans l'année, je crois. Oui, c'est ça, il va falloir qu'on l'affecte sur le... Il va falloir qu'on engage ces sommes. Par Voilà, contre, donc on aura de nouveau le débat avec notre fameux beau tableau plan de ce qui reste à faire dans les investissements et ce qu'on va choisir qui peut être engagé dans l'année. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des travaux, c'est quelque chose de rapide. Donc, les IRA n'étant pas dans l'investissement mais dans le fonctionnement, il y a une opération d'ordre. Donc voilà. C'est juste une, enfin, il n'y a pas de mouvement financier. C'est juste une opération comptable, ce qu'on appelle une opération d'ordre, de façon à pouvoir équilibrer les budgets. D'accord ? Donc, il y a 350 000 € qu'on va devoir passer de la section investissement à la section fonctionnement. D'accord ? Et on retrouve les moins et les plus de chaque côté, de façon à pouvoir équilibrer les budgets investissement et fonctionnement. Voilà. Donc, ce soir, ce qu'on vous demande, c'est de bien vouloir voter les ajustements budgétaires pour pouvoir lancer l'ensemble des dépenses. Et donc les remboursements. Alors, Sylviane a deux questions. Ah, tu voulais ça sur... Non, mais... C'est vrai que quand t'as dit on va voter, alors moi j'ai... Non, mais si quelqu'un a encore des éclaircissements à demander, c'est qu'on savait qu'on aurait cette délire à passer, on en avait parlé la dernière fois, au moment de faire les transactions, on savait qu'on devrait passer cette délire. Donc, c'est bon pour vous.
faut savoir que les démarches quand même, ont été plutôt complexes pour le service financier de la mairie, parce que les échanges avec les banques, etc., pour avoir les éléments, pour pouvoir lancer les remboursements. Certaines banques. Il y a des banques beaucoup plus Ouais, rapides. on est d'accord. Toi, je l'ai préféré généraliser. Non, c'est Mais, cool, les banques non, qui mais travaillent vite et bien, on ne donnera pas le nom, mais Donc, nous sommes au bout, en tout cas de cette partie. oui, c'est cette partie-là. Il ne reste plus qu'à faire les travaux. Pas de remarques, on peut passer au vote. Donc, qui est pour adopter cette DM? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Merci beaucoup, hein, parce que on va pas continuer les démarches et pour payer les fournisseurs après. Alors, la DM suivante, la 53, modification des tableaux des élus. C'est donc tout simplement d'acter la démission de Madame Isabelle Robin pour raison personnelle sur notre liste d'élus et d'acter le fait qu'il n'y aura pas de remplaçant puisque notre liste est épuisée. Donc nous serons maintenant 28 autour de la table du conseil. C'est juste ça, donc c'est prendre acte. Ah, c'est juste un don acte, comme on dit. Mais non, il n'y a pas de vote, c'est un don acte. J'ai bien informé de ça. La délire 54, c'est. Alors là, c'est quand même en rapport avec la délire précédente. C'est la désignation des membres du conseil d'administration de la Maison des Habitants et du Centre social d'insertion, puisque Madame Reboin siégeait autour de cette CA. Et comme elle démissionne, il faut remplacer son poste pour qu'on ait toujours le même nombre d'élus, c'est-à-dire qu'il y a 7 administrateurs élus et 6 du Collège des habitants et acteurs locaux du tissu associatif. Donc voilà, moi je propose ma candidature pour remplacer Madame Rebond autour de la table. Quelqu'un d'autre présente sa candidature? Non. Donc je vais vous demander de voter si vous êtes d'accord. Petite question sur la désignation centre social d'insertion, c'est comme ça qu'il s'appelle la centre social chantier d'insertion? Le centre social d'insertion, Ah, c'est peut-être chantier, t'as raison. Ah non, non, c'est le chantier d'insertion. Oui. Donc chantier, on est d'accord. Centre social D'ailleurs, chantier. le centre social, je rappelle, c'est la maison des habitants. Oui. Et le chantier d'insertion s'appelle Accès Pro. Voilà. Et le tout est couvert par un EPIC. Voilà. Peut-être. Mais bon, les habitants, c'est le nom qu'on lui avait donné, un petit nom. Alors, normalement, c'est la désignation des membres de l'établissement public, donc c'est... Oui, tout à fait, ouais, complètement. C'est pour ça que normalement les deux sont cités, la maison des habitants, enfin de l'EPIC, maison des habitants et chantier. Mais effectivement, il manque chantier dans le chantier d'insertion. Il est rentré. Donc peut-être même plus loin dans les textes, il faudra vérifier qu'il ne soit pas réécrit. À la fin aussi. Bah oui, voilà, à mon avis, à chaque fois il faudra le modifier, d'accord? On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ok. La 55. L'avis sur les dérogations de repos dominical des commerces de détail alimentaires et non alimentaires. Monsieur Jourdain. Je ne l'ai pas noté. La 55. Les sponges, On a voté pour ça. là, non, Ouais, je me permets, non, Non, détail derrière. Ah bon, vous l'avez fait voter. c'est pas. On n'est pas loin. C'est Non, bon, ça c'est la 55 et ça c'est l'autre. Ouais, donc, vous savez qu'on a la possibilité d'autoriser 12 ouvertures de dimanche au cours de l'année. Ce que l'on vous propose ce soir, c'est de proposer 5 ouvertures de dimanche au cours de l'année. Et ces 5 dimanches seraient, sur proposition, donc le premier jour des soldes d'hiver, le premier jour des soldes d'été, et les 3 dimanches qui précèdent le premier temps. Noël et premier temps. Oui, il y a les 3 dimanches. Les trois voilà. Exactement. Donc les dates, ce serait donc le dimanche 15 janvier, le dimanche 2 juillet, les 17, 24 et 31 décembre.
2023, c'est-à-dire que oui, effectivement, tu fais bien. Ah oui, parce que. Enfin, bon, oui, c'est- À part les soldes Ouais, pour d'hiver l'année qui vont prochaine, en commencer là. Avec, mais, on Oui. voit toujours. Ah non, non. Ceux de cette année ont été on est déjà Des votés milliers l'année déjà. dernière. Voilà. D'accord, c'est ça. Y a-t-il des questions ou des remarques? Bon, c'est une année qu'on prend tous les ans. Hein. L'année dernière, si vous vous rappelez bien, on avait adopté pour 7 dimanches. Je crois que c'était pour des raisons. Parce que le jour de Noël tombait. Le calendrier. C'était le calendrier. C'était le calendrier qui faisait que le jour de Noël Carrément. tombait le dimanche, Le jour justement. des- Et donc, du coup, il n'y avait pas de. Voilà. Je me félicite qu'on revienne à 5 plutôt que 7. Cependant, j'ai toujours un problème avec l'ouverture des magasins le dimanche en règle générale. Je pense que quand on peut l'éviter, on doit l'éviter. Hein. Ça doit rester un repos pour la grande majorité des travailleurs qui peuvent. C'est bien qu'il y a certains domaines où c'est pas possible. Mais là, en l'occurrence, voilà, je pense que c'est pas quelque chose d'indispensable. Donc, vu qu'on revient à 5, je ne vais pas voter contre parce que je trouve que c'est mieux, mais je m'abstiendrai sur ça. Je pense aussi. Alors, c'est vrai qu'après, sur Arnage, on a peu de commerces qui ne sont pas de bouche. On va pas. Mais c'est son principe, quoi. Non, alors moi, de mon côté, je suis pas comme Manu. L'ouverture le week-end, on en a besoin. Pour certains salariés, ça leur permet d'avoir des primes supplémentaires. Et pour les jeunes, les étudiants qui ont besoin de revenus supplémentaires. Donc l'ouverture du dimanche, pas tous les dimanches, certes, mais, et sans la contrainte aussi du personnel, évidemment. Hein, mais je trouve que c'est important. Il faut penser aux jeunes étudiants, comme je disais, il faut penser aux petits salaires. Hein, les gens qui mettent en rayon, au niveau des salaires, c'est vraiment la misère. Donc ça leur permet d'avoir un plus pour les périodes de fin d'année. Donc pour moi, c'est important. On peut rappeler une chose, c'est que sur les commerces de bouche, ils peuvent ouvrir tous les dimanches matins. Hein. Ils ne le font pas, c'est pas appliqué sur un mais Ah si. sur certains, mais le Super U pourrait ouvrir, tous les dimanches matins, il ne le fait pas. Hein. Donc voilà, aussi, il respecte lui aussi ses employés. Il respecte les salariés aussi. Hein. Oui, il respecte les salariés Voilà, aussi. aussi, donc il pourrait, il aurait le droit. Moi, j'entends bien j'entends bien la. J'entends bien la réflexion de Jean-Luc, mais moi j'ai toujours considéré, et je considérerai toujours que le dimanche, c'est un jour de repos. Voilà. Vous ne me convaincrez jamais de voter pour travailler le dimanche. Voilà. C'est bon? Non? C'est bon, c'est bon. Bon. C'était bon. C'était C'est bon. bon? Pardon. Bah, de toute façon, je suis d'accord avec Sylviane. De toute façon, j'ai toujours voté contre pour cette délibération parce que je pense que nos aînés qui se sont battus pour avoir des jours de congé le dimanche et disons, des jours de repos samedi, dimanche et pour aussi des vacances, ils se sont battus pendant des années et je pense que ils se retourneront dans leur tombe quand ils savent que les gens, on autorise des ouvertures le dimanche. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je peux rajouter un petit quelque chose par rapport à ce que Jean-Luc disait. Moi, je comprends, j'entends. Le pouvoir d'achat est en berne, c'est compliqué de finir les fins de mois pour beaucoup de personnes qui gagnent pas beaucoup d'argent. Les étudiants, on a parlé, ils ont des grosses difficultés à vivre, tout simplement. Mais je pense que la solution n'est pas dans l'ouverture le dimanche. Je pense que le problème, c'est le niveau des salaires en France en règle générale. Je pense que pour les étudiants, c'est pas normal qu'ils aient besoin de travailler à côté de leurs études. On sait que ça en pénalise un grand nombre aussi dans la réussite de leurs études. Et d'ouvrir comme ça un travail le dimanche, c'est pas la solution. On pourrait aussi dire, bah tiens, on va leur permettre de travailler plus longtemps dans la journée, ou de faire sauter le temps de travail, ou pour qu'ils gagnent plus d'argent. Tu vois, on peut vite arriver après à des dérives qui font qu'on fait sauter tous les verrous
des acquis sociaux qui, comme l'a dit Sylviane et Thierry, je ne sais plus, qui ont été acquis il y a longtemps. Et donc voilà, je pense qu'il faut être prudent avec ça et qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, mais on ne peut pas y répondre par ce genre de mesures. Mais actuellement, pour les jeunes et les moins jeunes à faible salaire, la seule solution qu'il peut y avoir, c'est de travailler les week-ends. Et ce qu'il faut voir aussi dans les entreprises, plus ça va, où les entreprises embauchent des VSDL. Et ça, c'est un besoin aussi. Mais encore une fois, dès l'instant qu'il n'y a pas une contrainte, c'est ça que je veux bien signaler. Hein, il y a certains magasins où apparemment la direction force les gens, je ne vais pas citer de nom de magasin, mais là effectivement je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est une contrainte, à partir du moment où tu n'as pas assez d'argent pour finir le mois, tu es contraint d'aller travailler le dimanche justement. Tu vois. Et le libre choix, donc on met souvent les salariés au choix d'aller travailler le dimanche ou pas. Quand tu es contractuel en CDD de 6 mois et que tu refuses au patron d'aller travailler le dimanche, je ne suis pas sûr que ton contrat est renouvelé. Donc il y a toute une pression qui s'exerce aussi sur les salariés dans notre pays qui font que le libre choix, moi je ne suis pas convaincu. Si je peux me permettre, moi j'ai pas d'avis tranché sur ce sujet-là. La seule chose, c'est que aujourd'hui, le seul qui a le pouvoir de faire ouvrir ou pas le dimanche, c'est le consommateur. Et donc, si les gens arrêtaient d'avoir envie d'y aller le dimanche, et ben, peut-être que ça réglerait un certain nombre de discussions, en tout cas sur ce sujet-là. Et c'est valable sur ce sujet-là. On a déjà abordé sur d'autres sujets. Si on arrêtait d'acheter des tomates en plein hiver, ben, il n'y aurait plus de tomates à vendre. Et du coup, on arrêterait peut-être les conneries écologiques. Enfin, voilà. Il y a un certain nombre de sujets comme cela, sur lesquels on pourrait être un peu plus tranquille. Si nous, finalement, en tant que consommateurs, on commençait déjà à faire le premier pas. Et il y a une Coupe du Monde qui va bientôt se dérouler, c'est pareil. Si on ne la regardait pas, je pense qu'il y a quelques annonceurs qui mettraient peut-être un peu moins d'argent et on arrêterait ce genre de bêtises. Bon, on peut passer au vote. Alors on va commencer parce que connaissant, on va commencer par qui est contre. C'est bien le son, il faut mettre les mains, je crois. 1, 2, 3, 4. 4 contre alors. Okay. Alors qui s'abstient? Alors, il y a 2, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous pouvez relever la main? Donc Laurent Chartier. Alors, c'est ce que je voulais. Alors, attention. Emmanuel Brasseur, relevez les mains, excusez-moi. Laurent Chartier, Isabelle Frénéard, Yolande Bonin, Jacqueline Nardeux, Rémi Eulin, Guénaël Uzel. Vous avez bien les comptes, pardon? Les 4. C'est bon pour vous? Et alors, donc, qui est pour? Moi je vote pour Oui, voilà. Thierry Cozic. Les procurations, vous avez... voilà. Ah oui, C'est pas la même. C'est complètement la fin quand même. Avant de passer à la suivante. Pardon. C'est dans mes courses. C'est bon. Délibération suivante, la 56. Oui. Alors, du coup, on est sur le même sujet. Bon, il y a une petite différence quand même. Donc, c'est pour l'ouverture des magasins qui vendent des voitures et qui vendent des motos. Réparation et vente de voitures et motos. La grande différence avec le sujet qu'on vient d'évoquer, même si on pourra certainement aussi en débattre, c'est que les dates proposées partent d'un accord de branche. Donc, pour les branches automobiles et moto, il y a déjà des accords de branche pour accepter les 5 dates qu'on va vous proposer.
Donc, au niveau des branches d'activité commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, il est proposé d'ouvrir les 5 dimanches suivants, donc le 15 janvier, le 12 mars, le 11 juin, le 17 septembre et le 15 octobre. Pour les motos, ce serait le 23 avril, le 25 juin, le 24 septembre, le 10 décembre et le 17 décembre. Voilà, donc il y a déjà eu une négociation de branche pour cette date-là. Qui ne remet pas forcément en cause les débats qu'il y a eu avant. Il y a eu une négo avant. Est-ce que Voilà. ça mène de nouveaux débats ou c'est les mêmes arguments. Donc, on passe au vote, on recommence par les contre dans ce cas-là. Qui est contre? On va avoir des surprises. Qui s'abstient? Et donc qui est pour? C'est bon. C'est fini comme ça. Délibération 57. La dénomination de la voie privée desservant le lotissement Angelo. Alors, le floor est peut-être petit. Alors déjà, est-ce que vous, voilà, Tout le monde voit, situé où c'est le père. tout le monde sait où est le lotissement Angelo, là. Tout le monde le voit. La sortie d'Arnage, Après EDF, après EDF sur la gauche. avant d'arriver entre EDF et Mathieu. Oui, bah, feu. Pendant des mois, on a vu se déboiser cette parcelle. Vous voyez, pas loin du chemin des Réages, en fait. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà. La baie, voilà. Et donc là, vous voyez la rue nationale sur le bas, là. Voilà. Alors là, il y a une voie à l'intérieur du lotissement privé. Donc, on nous demande de dénominer la voie privée. On sait que, de toute façon, pour tout nouveau lotissement, il convient pour faciliter le repérage pour les services de secours, SAMU, pompiers, gendarmes qui ont du mal à localiser les adresses en cas de besoin, le travail des préposés de la Poste et d'autres services publics ou commerciaux, la localisation GPS, d'identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation. La dénomination des rues de la commune est présentée au conseil municipal. Le porteur de projet nous a proposé de dénominer la rue Angelo Tofanicchio. Oui, c'est bien Pio. Angelo Tofanicchio. Tofanicchio. C'est un projet privé. C'est le grand-père. C'est ça. Voilà. Ouais. Voilà, c'est le propriétaire initial de la partie. De la part. Voilà. Dans les lotissements, pas privés, c'est vrai que c'est la commune qui choisit les noms de rue, mais là c'est un lotissement privé, donc il nous demande si on veut bien accepter de l'appeler Angelo Tofanicchio. À la commission, ça a été accepté au bureau, on nous le soumet, ça ne vous pose pas de problème. Non. Donc, on adopte le nom de cette rue et puis donc pour pouvoir faire toutes les formalités de publicité qui s'y réfèrent. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Ils seront contents. La 58, alors c'est la participation versée à l'établissement d'enseignement artistique. Donc on répartit, vous savez, en plusieurs montants. On avait déjà fait des avances. On avait passé une délite pour faire les avances pour janvier, février et avril. Et voilà. Et donc du coup, maintenant c'est le dernier versement qui s'effectuerait, qui aurait 40 039 €, qui nous porte la subvention de la municipalité pour sa globalité dans l'année à 117 039 €. La clé de répartition étant toujours la même, il n'y a pas eu d'augmentation, de modification.
les quelques centimes d'écart sont si on a plus d'habitants ou plus d'enfants qui sont... il n'y a pas eu de modification de clé de répartition faite par le... Et c'est quasiment la même somme que l'an dernier. En plus, cette année. Voilà. C'est un petit peu moins, oui, parce qu'on a encore une commune qui est... En fait, c'est vrai que maintenant, on est quand même à 5 communes. On doit être à On 6 est Arnage, Mulsanne, Ruaudin, Coulennes et Ivry-l'Évêque. Pour 2022, on doit être à moins 6 000. Donc à chaque fois qu'une commune entre, ça abaisse quelques charges. Donc on verra si d'autres communes veulent se joindre à cette école de musique. Donc voilà, là on a effectué le dernier versement pour 40 039 €. Qui est pour... Ah, exact, excusez-moi. Alors du coup, excusez-moi, j'en ai un. Moi aussi j'en ai un. J'ai Karen. Tu votes pas? Je crois que tu comptais. Non, ce qui est Laurent. Oui, moi j'ai pas le droit de voter. Donc voilà, Isabelle ne lève plus de main, Serge ne lève plus de main. Et Yolande non plus, t'as pas le droit. Moi je lève plus de main, voilà. Et Denis ne lève pas la main. Voilà. Ni Yolande. En fait, c'est donc... c'est l'unanimité, moins les 5 qui sont effectivement océan. Alors, la délibération suivante, la 59, est le transfert de compétences santé à Le Mans Métropole, un sujet qu'on a évoqué plusieurs fois. Mais donc, on va acter ce soir parce que Le Mans Métropole puisse aussi voter le transfert de compétences. Donc, c'est dû quand même à un problème de déficit de médecins de tout genre, hein, pas que médecins généralistes, hein, même dans les spécialités sur le territoire national, mais beaucoup en Sarthe. Et donc les effectifs des médecins ont baissé de 9% entre 2010 et 2020 en Sarthe. Et donc cela entraîne, mais bien sûr, beaucoup de problèmes, de gens qui ont des soucis pour avoir un médecin, qui sont obligés d'aller à l'hôpital aux urgences, sachant que maintenant les urgences sont aussi en gros souci. Et oui, à la Sarthe est vraiment un département très impacté. Parce que je crois que c'est 9% au niveau national et 16,9% en Sarthe. En Sarthe. Mais là j'ai des chiffres à la mi-janvier 2021. Il y avait 54 900 personnes de 16 ans et plus sans médecin traitant en Sarthe, ce qui est quand même énorme. Et pour Le Mans Métropole, il se monte à 24 300. Une personne qui n'ont pas de médecin référent. Donc 16 ans et plus, 16 ans et plus. tous les enfants. Et bien sûr que toutes ces personnes qui auront des enfants qui n'en auront pas non plus. Toutes les naissances là, sorties du pédiatre au départ. Ça veut dire aussi que tous les enfants ne sont pas comptés. Non, là on part à 16 ans, voilà. Ah ben oui, ils ne sont pas dans les 5 ans. Ah ben oui, les enfants de ces Ça parents. fait beaucoup plus, la population plus importante a été impactée. Et donc après ces chiffres, Le Mans Métropole, les communes se sont entendues en disant qu'il faut quand même pouvoir mener des actions pour essayer de combattre ce fléau de manque de médecins. Et donc il a été établi des choses que peut faire la métropole que ne pourrait pas faire chaque commune toute seule, individuellement, et qui serait même néfaste de faire qu'on ne va pas tous ni se voler les médecins, ni il faut essayer de réfléchir globalement. Et donc la compétence santé qui serait transférée sur Le Mans Métropole concernerait 7 points que je vais vous nommer, qui serait la coordination et l'animation du contrat intercommunal de santé, incluant le contrat local et intercommunal de santé mentale. On n'oublie pas aussi cette médecine-là. La maîtrise d'ouvrage pour la constitution de maisons de santé pluridisciplinaires, les MSP, comme on dit rapidement quand on en parle. Construction, acquisition, extension, aménagement et mise en location des locaux accueillant des maisons de santé pluridisciplinaires. Il est en train d'ailleurs de s'en construire 2 sur Le Mans, et il y en a 2 en prévision.
Et l'idée, c'est de les mettre aux 4 points de la métropole pour pouvoir desservir de chaque côté les communes autour. L'assistance technique et financière aux communes membres pour la définition des projets d'autres formes de coopération médicale. Les actions destinées à développer le gain de temps médical, infirmiers de pratique avancée, ça pourrait leur permettre de faire les renouvellements d'ordonnances ou des petits soins, un peu comme l'orthodontiste qui permet de dégager un peu leur tabou. Donc c'est un peu le même principe, et notamment financement de formation de ces professionnels de santé. Du coup. Le développement du guichet unique d'aide à l'installation des professionnels de santé proposant un accompagnement personnalisé dans leur démarche professionnelle et personnelle en lien avec les communes concernées. Le soutien à l'accueil des internes, des externes et des étudiants de santé sur le territoire de la métropole en collaboration avec la faculté de médecine d'Angers et le centre hospitalier du Mans. Et enfin, le soutien aux investissements hospitaliers et ou dans l'innovation médicale. Pour autant, les communes ont dit, voilà, on a un peu tiqué au départ, on dit on a déjà pour certains des médecins, des cabinets, et si on nous retire tout le pouvoir, donc il est conservé la possibilité aux communes d'apporter d'autres aides aux professionnels de santé en dehors des compétences, et elles ont été listées. Donc les communes peuvent continuer à soutenir la création, l'extension ou la modernisation de cabinets professionnels de santé, avec la possibilité de recourir au fonds de concours Le Mans Métropole pour autant. Enfin, je dis Le Mans Métropole parce que nous on dépend de Le Mans Métropole, mais voilà, de recourir quand même à un fonds de concours, même si c'est pour de la santé sur notre territoire à nous. Soutenir, si elle le souhaite, de manière complémentaire à l'action de la métropole, les maisons de santé pluridisciplinaires, achat de matériel médical, aide à l'organisation ou au financement d'actions de santé publique, garantie de la vacance des locaux pour des professionnels de santé non pris en compte par la garantie communautaire. Créer et gérer des centres municipaux de santé. Créer et gérer le cas échéant des établissements médico-sociaux, comme les EHPAD, via leur CCAS. Décider d'aides complémentaires à l'installation telles que l'achat de matériel médical, pour aider un médecin, ou c'est surtout les dentistes qui sont concernés par ce genre, parce que ça coûte très très cher tout leur banc de matériel. On pourra continuer à conduire des actions locales dans le domaine de la santé, notamment en matière de prévention, de lutte contre les addictions ou de sport santé du handicap. Allouer des subventions aux associations dans le domaine de la santé, prévention, handicap et sport santé. Participer à la protection des populations en cas d'événements graves impactant la santé publique. Et organiser des campagnes de dépistage ou de don du sang. Voilà. Et donc, après des mois et des mois de tractation entre les communes et la métropole, nous en sommes arrivés à ce document pour le transfert de la compétence santé vers la métropole. Est-ce qu'il vous convient? Donc ça nous laisse quand même de la latitude chez nous pour aider les médecins qui sont de là ou aider d'autres à s'installer, bien sûr. Vas-y. Un petit commentaire sur le sujet. Donc, je pense qu'il faut toujours regarder de près, effectivement, quand on parle de transfert de compétences et de ce qui en découle. Sur ce sujet-là, effectivement, j'ai l'impression que ça ne nous enlève pas de compétences, finalement, parce que c'est des sujets qu'on n'aurait pas portés, nous, ville d'Arnage. Je ne sais pas, soutien aux investissements hospitaliers, c'est pas la ville d'Arnage qu'on aurait pu porter ce genre de choses. Donc j'ai l'impression que ça va plutôt ajouter la facilité du lien dans la façon d'organiser la santé sur la métropole. Après, ce qui me questionne toujours un petit peu, c'est que finalement, une métropole comme Le Mans est en capacité de faire ça. Je pense que d'autres intercos en campagne n'auront pas la possibilité de faire ça et auront toujours des difficultés et qu'on ne va pas réussir à combler le problème des déserts médicaux dans le reste du département. Donc très bien, hein, sur Le Mans Métropole, ça, je trouve que c'est une bonne chose. Et je pense que la question du désert médical, effectivement, elle sera pas... on ne pourra pas la résoudre avec ça suffira pas. Donc c'est bien, c'est un plus, mais ça suffira mais pas. il faut vraiment une politique nationale d'ambition. Là on est d'accord. Là on est d'accord. Voilà. Mais comme elle tarde à venir, eh bien, écoutez, la métropole, c'est quand même du problème et essaye. Parce que voilà, la Sarthe est très 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 mal placée dans l'échelle du département. Je pense qu'on est même l'avant-dernier, je crois. L'avant-dernier, je crois. Le 97e. Niveau dentiste, pareil.
Pour Ah aller- oui, Pour aller dans ton sens, Manu, voire même, moi j'ai peur que ça amplifie même les difficultés en milieu rural, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait qu'il y a déjà, enfin moi je connais bien le milieu rural, on sait qu'il y a déjà de grosses difficultés pour accéder à la médecine généraliste, et là le risque c'est qu'effectivement les médecins soient attirés par le projet métropolitain et que ça amène les gens du milieu rural à devoir faire encore plus de déplacements pour y accéder. Donc, mais c'est une démarche enfin bon, je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit, ça reste une démarche positive, mais en espérant que ça ne crée pas d'autres difficultés sur d'autres territoires. Moi, je voudrais juste ajouter un point, contraire à ce que vous venez de dire, mais il y a aujourd'hui des communautés de communes qui donnent des primes à l'installation qui sont supérieures à celles de la métropole. Un exemple, un médecin du Mans parti sur une communauté de communes extérieures parce qu'il a touché une prime d'installation. Vous voyez, comme quoi, ça se fait aussi dans les deux sens. Et malheureusement, c'est là où on blesse. En fait, la métropole a bien compris l'enjeu. C'est de globaliser, d'écrire un vrai projet, d'accompagner toutes les communes à métropole. Et je veux dire, au niveau du département, on a des schémas dans le cadre de la santé qui sont complètement disparates. Enfin, je veux dire, on a avec des échelles. Les échelles, enfin, le médecin de la commune va celui sur la commune d'à côté attiré par l'autre communauté de communes. Enfin, on va dans n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est la surenchère en fait. On a un système qui est surenchéri. Et c'est là où ça va pas. Donc tu dis, il faut donner un possible que ce soit cadré un peu tout ça, quoi, je pense. Enfin, tu as complètement raison, mais tu pointes du doigt la mise en concurrence des territoires, en fonction de ceux qui ont les moyens ou pas les moyens de construire des MSP, par exemple. C'est une catastrophe, on parle de santé publique, c'est-à-dire que si on a la chance d'habiter dans une ville qui a les moyens, ben on va pouvoir être soigné. Sinon, mais complètement, je suis d'accord avec toi. Effectivement, il peut y avoir des villes en campagne qui ont les moyens de le faire. C'est une chose, ce qui me semble toujours très surprenant, c'est que ce ne soit pas mieux encadré ces systèmes de primes pour attirer les médecins. Est-il normal d'attirer un médecin avec une prime qui, 2 ans après, peut partir, s'installer 30 km plus loin, retoucher les primes, etc. Peut-être que là, il manque quand même un encadrement législatif au niveau national. Au-delà même de l'encadrement, est-ce qu'il est bien normal de proposer une prime à l'installation pour des médecins qui, pour rappel, ont une profession libérale? Voilà. Libérale. Est-ce que demain ce sera le sujet avec des avocats, avec des notaires et autres? Moi je trouve que c'est une escalade, enfin moi ça m'impressionne. Je ne sais même pas comment on en arrive là. Un déficit de formation pendant 20 ans. Oui. Qui au départ était voulu par les médecins. Bon, par rapport là à ce qui nous intéresse, pour revenir sur la métropole, moi je trouve ça très intéressant ce qui a été fait, comme tu l'as dit, parce que ça cadre, mais ça permet aussi, parce que c'est pas un cadre qui est rigide, parce que quand même on lit qu'il y a la possibilité d'avoir des projets sous d'autres formes de coopération médicale qui peuvent être financées, c'est-à-dire qu'il y a un cadre, mais qui va peut-être permettre d'autres solutions aussi, parce qu'il ne faut pas qu'on soit figé. Parce que je pense que par rapport à ce qui nous arrive sur le plan médical, alors nous dans la Sarthe, on est très impactés, c'est même au niveau national, il va falloir qu'on soit créateur de choses qui vont permettre aux habitants d'avoir un minimum d'assistance médicale auprès de chez eux. Ben, c'est pour ça que ce document-là qui est sorti, il a mis quand même 8-9 mois. 8-9 mois à émerger, parce qu'au départ, rappelez-vous, quand on commence à en parler, la métropole était sur des MSP, des maisons, il fallait un projet, et ça, nous on avait rencontré les médecins, voilà, déjà nos médecins sont vieillissants et ils ne se voyaient pas maintenant monter un projet, donc il y en a qui se construisent, c'est autour du diabète, enfin, il faut qu'il y ait un projet. Donc toutes les communes ont dit, mais ça, nous, voilà, nos médecins ne peuvent pas. Donc, tout ça, ça a été des mois, des tractations, c'est passé dans les services, c'est remis aux élus, c'est avec un petit paquet de tables rondes, d'annotations, pour que tout le monde y retrouve son compte et qu'on puisse, et nous on a, sur la commune, on a un cabinet médical qui existe, il est pas tout jeune pour l'en parler, on a 2, oui, on a celui de la loterie, on a celui du bourg, les 2 sont des privés, mais voilà, on ne sait pas, peut-être qu'un jour, quand les médecins vont partir en retraite parce qu'ils sont plus tout jeunes quand même nos médecins. Ben, ils ont de plus en plus de mal. Le docteur Poncé n'a jamais été remplacé quand même, il me semble. Voilà. Donc peut-être qu'il y aura, pour attirer des médecins qui sortent des écoles, on aura peut-être besoin, je sais pas,
ou d'améliorer ce bâtiment, peut-être de leur prendre, mais que le bâtiment, pas des médecins, on ne peut pas avoir un médecin communaux, enfin c'est pas possible, mais on peut aider. Donc c'est ce que les communes voulaient. Elles disaient, nous on voudrait peut-être bien rénover nos bâtiments pour attirer des médecins, et donc ça c'était pas pris en compte au départ. Donc tout ça la métropole l'a entendu et elle dit oui, vous pouvez garder des projets, mais si une MSP, là la métropole suivra entièrement le projet, même sur une commune autre que Le Mans. D'ailleurs, il y en a une qui a été montée à Coulennes. Oui, donc, je pense que ça amène du plus. Voilà. La maison est construite, mais est-ce qu'elle est habitée? Ils ont déjà des...